propose qu'on passe la parole et on reviendra peut-être à des questions qui feront le lien, si vous le permettez. Je vais donc laisser la parole à Claudia Corazzani, qui est docteur en droit public de l'Université Lyon 3, ici même, et qui a soutenu sa thèse sur l'agriculture urbaine. Merci Tom. Bon, déjà, merci Tom et Constance pour cette organisation. Merci d'avoir rendu cela possible. Effectivement, je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. Et c'est vrai que souvent, les questions juridiques, elles passent au second plan. Ou alors, les jurys sont souvent peu sollicités sur ce type d'événements scientifiques qui touchent du coup aux questions des fermes publiques. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir un moment pour discuter de ces questions juridiques et puis rencontrer aussi des praticiens, des collectivités, des juristes en collectivité qui souhaiteraient peut-être poursuivre les échanges au-delà de ces journées d'études. Alors, j'ai choisi de faire une intervention sur les modes de gestion des fermes publiques. Le but, c'est pas peut-être de redire ce qui a été dit hier. Merci Philippe d'avoir dit un peu ce que je comptais dire aujourd'hui. Mais c'est en fait de revenir sur le répertoire national des fermes maraîchères municipales, intercommunales et départementales et d'étudier en fait dans quelle mesure est-ce que ces collectivités ont choisi ou pas de passer par la régie directe. Donc j'ai choisi en fait de me concentrer, si vous voulez, sur ce répertoire qui a été publié donc en 2024 pour recenser en fait les 48 projets de fermes publiques qui portent donc une grande diversité de modes de gestion. La première question qui se pose lorsqu'on étudie ce répertoire, c'est donc de savoir sous quelle forme les collectivités territoriales peuvent-elles exploiter donc directement une activité de production agricole. La pratique a précédé le droit. Merci d'ailleurs de ces initiatives qui permettent aux juristes de repenser un petit peu les questions de qualification de services publics notamment. Donc les collectivités territoriales, puisqu'elles n'ont pas de compétences, comme on l'a dit tout à l'heure, d'attribution en matière alimentaire et d'agriculture, elles se saisissent en fait du coup de compétences périphériques, notamment liées à la gestion du service public de la restauration collective, la maîtrise du foncier urbain ou l'urbanisme, afin de pouvoir internaliser la production agricole. On sait juridiquement que le libre choix du mode de gestion par les collectivités territoriales, il est consacré donc juridiquement par l'ordonnance du 29 janvier 2016 et il a été d'ailleurs reconnu par la jurisprudence administrative. Sauf que cette liberté du choix de gestion s'exerce dans un environnement de contraintes économiques, gestionnaires et concurrentielles qui orientent donc en pratique l'arbitrage des élus et ceux-ci se dirigent au regard de ce répertoire, grandement vers du coup, le système de gestion de la régie directe. Ce mouvement, il repose dans son immense majorité donc sur ce mouvement de gestion en régie directe, mais il s'accompagne également d'une diversité donc croissante des outils mobilisés qu'Arthur nous a présenté hier. Donc on trouve également les EPIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, voire même des modes de cogestion communale et associative. Donc, l'idée, vous avez compris, c'est dans un premier temps donc, de présenter les modes de gestion qui sont mobilisés par les collectivités pour exploiter leurs fermes publiques et donc dans un second temps de s'interroger sur la qualification juridique de cette activité de production agricole qui est exercée et rattachée donc à catégorie de services publics, ici du coup la restauration collective. Donc dans un premier temps, concernant la diversité des modes de gestion mobilisés pour l'exploitation des fermes publiques, j'ai choisi donc de distinguer dans un premier temps les modèles qui répondent au système donc de régie directe, qui peut être considéré comme un choix par défaut, mais aussi comme un choix de conviction. Et donc, dans un second temps, d'examiner les modes alternatifs et leurs limites.
Pour reprendre classiquement le droit, la régie, elle est donc le mode de gestion par lequel la collectivité, elle assure elle-même le fonctionnement du service public sans intermédiaire. Le CGCT, il en distingue 3 formes. On a donc la régie simple, qui est dépourvue de toute autonomie, la régie dotée de la seule autonomie financière, dite régie autonome, et la régie personnalisée, dont on a un petit peu parlé aussi hier dans les questions, qui est dotée à la fois de l'autonomie financière et de la personnalité morale, qui n'est autre qu'un établissement public local. Dans ce répertoire donc, des fermes publiques de 2024, l'exemple emblématique qui demeure celui de Montsartou prend la forme du coup d'une régie simple. 3 facteurs juridiques expliquent cette prééminence. Le premier, c'est que la régie simple, elle ne suppose pas la mise en place donc d'une structure particulière. La régie simple, elle peut être directement gérée par les services de la collectivité sans qu'il soit nécessaire de créer un établissement distinct doté de la personnalité juridique. Donc, premier élément, premier avantage. Deuxième élément, et c'est sans doute la raison certainement déterminante, la régie directe elle permet à la collectivité d'échapper aux règles de la commande publique. Et cette donnée, elle est essentielle pour comprendre les choix des collectivités de se tourner du coup vers la régie simple. Dès lors que la commune, elle produit elle-même les denrées donc qu'elle consomme dans le cadre de son service de restauration collective, elle ne se trouve pas dans une relation contractuelle avec un fournisseur tiers et donc elle n'a pas à respecter les principes de publicité, de mise en concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de non-discrimination qui sont posés par le Code de la commande publique. La collectivité, donc la commune, peut dès lors approvisionner ses cantines en produits issus de son territoire sans avoir à justifier ce choix par un critère objectif que l'on verra, qui peut être d'ailleurs compliqué à identifier et à définir comme tel. En troisième lieu, le budget de la régie simple est celui de la personne publique elle-même. Les recettes et les dépenses, elles sont inscrites au budget général de la commune, qui est équilibré sans affectation du coup des recettes aux dépenses. Et cette unité budgétaire, elle permet à la collectivité de financer une activité structurellement qui pourrait être déficitaire, ce qui poserait juridiquement un problème, par exemple, dans le cadre d'un SPIC, si on ne serait pas dans le cadre d'un SPA. Cette caractéristique, elle se rattache à une logique plus générale qui est plutôt celle du service public à la française, qui est traditionnellement conçue donc comme une activité non rentable, financée par l'impôt. Et le juge oppose volontiers d'ailleurs l'intérêt général à l'intérêt financier. À côté de cette régie simple, on a la régie donc autonome qui est à mi-chemin entre la régie simple et l'établissement public. Elle prolonge cette logique en apportant une rigueur comptable supplémentaire sans pour autant rompre le lien organique puisqu'elle est dotée d'un budget annexe, d'un conseil d'exploitation, d'un directeur et qu'elle reste rattachée à la collectivité de référence ne disposant pas de personnalité morale. Reste qu'à ces avantages s'opposent des inconvénients structurels. La régie simple, par construction, elle ne dispose d'aucune comptabilité analytique. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais j'en avais parlé avec Jennifer Bardi, qui est maître de conférence à Nice et qui s'intéresse aux questions de comptabilité, notamment écologique. Ceci rend difficile, si vous voulez, une évaluation de la performance économique de ce service. Donc, pour la collectivité, le cas de la régie directe, la régie simple, cette comptabilité, en fait, peut justement peut-être permettre de moins comprendre les performances économiques du coup de ce service, puisqu'on parlait hier justement de ces questions économiques. Donc, ça peut être notamment un des inconvénients. Autre inconvénient, mais on y reviendra juste après, c'est le fait que dans ce cadre-là, la collectivité emploie des agents publics dont le statut peut sans doute être peu adapté aux contraintes du métier d'agriculteur concernant donc cette question des 35 heures, de pas nécessairement pouvoir s'adapter à toutes les contraintes et les imprévus du métier d'agriculteur. On en parlera juste après, mais je pense que c'est intéressant de comprendre aussi peut-être que ça peut être un inconvénient, notamment dans le cadre d'employer justement des agents publics.
Un autre verrou, mais on en a bien parlé hier, on en a encore parlé ce matin, mais c'est celui du fait que les collectivités ne disposent pas à ce jour d'une compétence d'attribution en matière agricole et alimentaire, et donc la légitimité pour les communes de se placer sur ce terrain-là, elle se pose, et donc elle repose entièrement sur la combinaison de la clause de compétence générale des communes et du coup de la qualification de l'intérêt public local de l'activité pour justifier l'intervention du coup de la commune. Les autres modes de gestion alternative. Donc, au-delà de la régie, le répertoire de juillet 2024, il recense quelques expérimentations qui s'écartent de ce modèle dominant. Leur examen, il relève un peu de la créativité juridique, mais ce sont des modèles qui sont tout aussi intéressants. Donc, on a en premier lieu deux logiques distinctes. On peut peut-être distinguer celle de l'établissement public, de l'EPIC, et celle du partenariat avec un opérateur tiers. Pour la première logique, donc celle de l'établissement public à caractère industriel et commercial, c'est un mode de gestion intermédiaire entre la régie directe et la délégation. L'EPIC qui dispose donc de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ce qui lui permet donc de gérer une activité à caractère économique sans pour autant priver la collectivité de son pouvoir de contrôle. Dans le répertoire, il y a notamment la commune de Cavignac en Gironde qui illustre ce choix dans des conditions particulières. Le choix de l'EPIC plutôt que celui de la régie simple se justifie ici par la nature commerciale de l'activité et par la nécessité pour la commune de Cavignac d'isoler comptablement ses recettes et ses dépenses afférentes à cette exploitation, distincte de ses missions traditionnelles. S'agissant de la deuxième logique, donc celle de partenaire avec un opérateur tiers, il y a plusieurs configurations qui sont distinguées dans ce répertoire. On a notamment donc la société coopérative d'intérêt collectif qui permet donc d'associer les collectivités, des salariés, des usagers au sein d'une structure de gouvernance partagée. Comme exemple, dans le répertoire, on a les communes de Châteauneuf, Grasse et Doppio, dont Arthur nous a parlé hier. Elles ont fait le choix donc de s'appuyer sur la cycle et ferrage. Elles présentent l'intérêt d'associer donc plusieurs catégories d'acteurs au capital et à la gouvernance, tout en permettant à la collectivité de conserver une influence prépondérante par sa contribution financière. Et comme la société de coopération, c'est une personne morale de droit privé, le rattachement à la collectivité, il peut résulter en fait de la conjonction d'un financement public majoritaire, d'un contrôle effectif sur les organes de direction et d'un objet statutaire qui est clairement dédié. À défaut, la convention liant la commune à la SIC encourt la requalification en marché public ou en concession donc, de services publics avec toutes les conséquences procédurales que ça pourrait entraîner. La deuxième configuration, c'est celle donc de la cogestion communale et associative. J'ai trouvé ça intéressant d'ailleurs dans le répertoire. C'est lorsque du coup l'exploitation elle est conduite conjointement par la commune et par une association locale qui assure notamment donc la production destinée aux cantines scolaires, le portage à domicile, le portage également, la production destinée aux EHPAD et aussi aux personnes en situation de précarité. Donc ça, c'est un modèle hybride intéressant proposé encore par ce répertoire qui repose sur un montage conventionnel et soulève toutefois la question, encore une fois, du contrôle exercé de la collectivité sur l'association de façon à ce que ce lien soit permanent pour ne pas perdre le critère du coup organique de qualification de service public. Donc, c'est précisément sur ce point que l'analyse rejoint une question essentielle à la fin de ce comparatif, dans ce recensement. C'est pourquoi est-ce que la régie directe est le modèle le plus utilisé pour les fermes publiques d'après ce répertoire. D'abord, et ça j'en ai parlé, je pense que c'est un des éléments importants, l'attribution d'une délégation de service public ou la passation d'un marché public, elle impose en partie une procédure lourde de publicité et de mise en concurrence. Et si la commune souhaite, par exemple, attribuer à un agriculteur un marché de fourniture de légumes, elle se trouverait soumise au principe donc de non-discrimination des candidats, qui interdit notamment de privilégier l'origine géographique des produits. Donc tout l'intérêt de revenir sur le qualificatif local, les fermes publiques locales, ça poserait problème, puisque les conditions d'exécution et les critères d'attribution sont ici propices à la qualification de critères géographiques,
géographique. Or, on sait qu'un critère sera qualifié de géographique s'il est instauré dans le seul but donc de permettre un approvisionnement local ou toute autre considération qui serait non objective. Ainsi, pour qu'un critère ne soit pas considéré qualifié donc de géographique, l'acheteur il doit être en mesure de démontrer que la bonne exécution de son marché, elle ne peut être assurée que par un opérateur implanté localement. Et ça, sur le territoire de certaines collectivités, ça peut être délicat de démontrer. Donc c'est pour ça certainement que la régie en soi directe est un modèle qui est privilégié puisque ça permet d'éviter ce type d'obstacle. Ainsi donc, comme je le disais, la régie directe par cette autofourniture interne, elle échappe à ces questions de marché et de concession, ce qui peut d'ailleurs faciliter, je pense, le choix d'orienter les collectivités vers ce mode de gestion. Deuxième partie de mon intervention. On en a déjà parlé hier, donc nécessairement, je vais pas étonner plus d'un avec ce que je vais dire. Je me suis aussi posé la question dans ma thèse sur l'agriculture urbaine et la reconnaissance d'un statut juridique pour l'agriculture urbaine. La question de savoir dans quelle mesure est-ce que la collectivité, en assurant en fait cette production agricole, elle exploitait tout simplement une activité qui peut être peut-être dissociée de l'activité de fourniture, d'approvisionnement, de la restauration collective. Est-ce que on les rattache, je veux dire, de façon logique en disant ici les fermes publiques parce qu'elles sont donc destinées à alimenter la restauration collective, donc en soi on rattache cette activité de production à un spa facultatif. Et dans le cas où, pour l'agriculture urbaine, ce qui était mon sujet, si on se détache de cette destination, est-ce que dans ce cas-là, on peut tout simplement dire la collectivité, elle a réellement une activité en soi de production agricole et c'est aussi une des activités premières. Est-ce que si on dissocie cette activité, on peut parler de service public agricole ou auquel cas est-ce qu'on peut définir cette activité comme une activité donc de service public? Analyse juridique, je dirais un petit peu rigoriste et binaire comme d'habitude. La satisfaction donc des critères matériels et organiques du service public, est-ce qu'ils sont remplis en qualifiant cette activité comme telle? Donc, selon une formule désormais classique que tous les juristes connaissent, une activité ne peut être qualifiée donc de service public qu'à la double condition, bien sûr, d'être rattachée à une personne publique, critère organique qui n'est plus le critère en soi décisif déterminant, et critère matériel qui, lui, par contre, l'est, celui de poursuivre un but d'intérêt général. Donc la jurisprudence administrative, elle a précisé dans un arrêt après de 2007 que tous les juristes connaissent depuis leur deuxième année de droit en général, les modalités d'identification du service public lorsqu'il est confié à un organisme privé en posant donc la méthode du faisceau d'indices, les conditions donc de création de l'organisme, l'objet donc de l'activité, le contrôle exercé par la personne publique et les obligations de service public dont elle a la charge. Ça, c'est arrêt classique. Autre arrêt classique, l'arrêt donc commune d'Aix-en-Provence de 2007, qui a parachevé en fait cette construction en distinguant deux configurations, celle où la collectivité elle crée elle-même l'organisme, qu'il soit public ou privé, pour exécuter une mission de service public, et celle où, à l'inverse, une personne privée exerçant sous sa propre responsabilité une activité dont elle a pris l'initiative de se voir reconnaître un caractère de service public a posteriori en raison du droit de regard et du financement consenti par la personne publique. Pour les fermes publiques, ces deux conditions sont dans la majorité des cas satisfaites par rapport au répertoire que j'ai pu analyser. Le critère matériel, il suppose donc la satisfaction d'une mission d'intérêt général. Or, cet intérêt général, comme nous en a un peu parlé Constance, pas de définition en fait claire même par la doctrine de ce que c'est l'intérêt général, puisque tout simplement dépend, on va dire, des contingences un petit peu économiques, politiques, voilà, des questions de société aussi de ce que c'est l'intérêt général. Donc ici, l'objectif premier de ces fermes publiques, c'est d'assurer l'approvisionnement local et durable de la restauration collective, dans le respect des obligations issues de la loi Egalim du 30 octobre 2018, qui impose aux gestionnaires de la restauration collective d'approvisionner leurs services à hauteur de 50% minimum en denrées durables et de 20% en produits labellisés agriculture biologique.
À cet objectif s'ajoutent des finalités complémentaires qui caractérisent d'ailleurs la multifonctionnalité de l'agriculture, l'éducation au goût, à la saisonnalité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la résilience alimentaire des territoires, la solidarité alimentaire, etc. Cette pluralité de finalités, elle s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle ancienne qui rattache à l'intérêt général local les activités qui relèvent des attributions normales des autorités publiques en matière d'hygiène notamment ou de salubrité publique, et plus largement dans la jurisprudence qui admet la légalité de la création d'un service public local pour répondre aux besoins alimentaires donc de la population. Ça, on en a parlé beaucoup hier, Philippe, sur les boulangeries, les boucheries également. La consécration législative récente de l'intérêt général attaché à la souveraineté alimentaire, elle vient d'ailleurs renforcer cette analyse, puisque avec la loi donc de 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le législateur, il reconnaît expressément que la protection et la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la nation. Donc cette qualification particulièrement vigoureuse, elle ouvre la voie à une intervention plus assumée, je pense, des collectivités territoriales dans le champ agricole en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d'État. Le critère organique, quant à lui, connaît des modalités d'appréciation différentes selon donc, le mode de gestion retenu. Pour les fermes exploitées en régie, le rattachement à la personne publique, il est évident. La collectivité, elle crée la ferme par délibération de son conseil municipal. Elle met à disposition le foncier, finance les investissements, recrute les agents agricoles, contrôle l'exécution de l'activité. La régie n'a ni personnalité juridique distincte ni autonomie de gestion. Elle est la collectivité elle-même, donc elle agit directement. Le critère organique, il est pleinement satisfait de droit. Les limites de la qualification concernant la compétence d'attribution et les questions de liberté donc d'industrie et de commerce. Constance en a déjà parlé, donc je ne vais peut-être pas revenir non plus là-dessus de façon détaillée. La première limite du fait qu'il n'y ait pas de compétence d'attribution, comme l'a rappelé donc, le Conseil d'État dans sa décision Société Armor CNC de 2014, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l'État, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s'exercent en vue de satisfaire un intérêt public local. Or, en matière d'agriculture et d'alimentation, aucune collectivité ne dispose à ce jour d'une compétence d'attribution, comme on l'a déjà dit. C'est l'État donc qui définit la politique de la souveraineté alimentaire. Ce sont les régions qui exercent les compétences de soutien économique aux exploitations agricoles. Pour les communes, l'intervention, elle ne peut donc trouver son fondement que dans la clause de compétence générale qui est prévue par le CGCT et qui dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il appartient alors à la commune de démontrer in concreto que la création d'une ferme publique répond à un intérêt public local, lequel s'apprécie en fonction des besoins des habitants ou du rayonnement à l'initiative à l'échelon local. La seconde limite est précisément celle de la liberté du commerce et de l'industrie. La jurisprudence administrative, elle a longtemps appréhendé l'intervention économique des collectivités sous un angle assez restrictif, notamment dans l'arrêt Casanova de 1901, qui exigeait des circonstances exceptionnelles, puis dans l'arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de la ville de Nevers de 1930, qui retenait des circonstances particulières de temps et de lieu, et exigeait la démonstration d'une carence totale ou qualitative de l'initiative privée. Cette jurisprudence, elle a connu un assouplissement, comme on l'a vu ce matin, tout à l'heure plutôt, significatif, donc avec la décision Ordre des avocats du barreau de Paris de 2006, qui a élargi le champ des justifications admises en posant le principe selon lequel, pour intervenir sur un marché, les personnes publiques doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifié d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. La carence, elle n'est donc plus une condition exclusive, mais l'un des motifs susceptibles de justifier l'intervention des communes parmi d'autres. La décision également du département de la Corrèze de 2010 relative à un service de téléassistance ouvert à toutes les personnes âgées, indépendamment de leurs ressources, a confirmé cet assouplissement en jugeant qu'un tel service répondait à un intérêt public local, alors même que l'initiative privée était abondante sur ce marché. Donc,
Il me reste conclusion de ce panorama plus ou moins exhaustif. L'examen des modes de gestion des fermes publiques, il révèle une innovation territoriale qui est assez remarquable, notamment pour les modèles qui s'éloignent un petit peu du modèle de la régie directe. Toutefois, ce modèle de la régie directe, il s'impose encore comme un peu un modèle de gestion hégémonique. Il traduit des avantages intrinsèques liés à ce modèle-là de la gestion, mais aussi, je pense, en creux, il traduit aussi l'inadaptation de certains outils. Donc, effectivement, je rejoins un peu vos questions sur peut-être orienter la régie pour soutenir ces questions de précarité. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être destiner, orienter peut-être les fermes publiques pour un droit à l'alimentation, et est-ce qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas, refaçonner ces régies, peut-être proposer une nouvelle régie, comme il existe déjà d'ailleurs dans le CGCT, même si cette régie qui vise à combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, elle existe dans le CGCT, cette régie, et pour l'heure, elle est limitée à des cas exceptionnels. Est-ce que demain, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on n'est plus... on pourrait peut-être rentrer dans ce cas exceptionnel. Est-ce que l'alimentation, justement, la souveraineté alimentaire pourrait justement nous permettre de tendre vers ce type de régie? Ça, c'est une question, on pourra en discuter cet après-midi. Merci. Merci. Merci pour cette intervention. Je vais circuler avec le micro. J'imagine bien en lien avec les questions que vous avez posées précédemment. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, du coup, speak ou spa au final, parce que c'est vrai que vous parliez des EPIC, notamment l'EPIC en Gironde. Mais sauf erreur de ma part, et Arthur, tu me corriges si je me trompe, mais l'EPIC en Gironde, il fournit pas les écoles. Donc, pour moi, en fait, il y a quelque chose qui fait penser que dès lors que 80-85% de la fourniture, c'est la restauration collective, on se dirige vers un EPA. Tandis que si c'est autre chose, on se dirige vers quelque chose d'une nature commerciale et donc en EPIC. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, professeur Schmaltz, sur le domaine privé. Vous n'êtes pas professeur ? Non, bon, désolé. En tout cas, sur l'aspect domaine privé de la ferme, dès lors qu'on a une ferme qui produit 80 ou 85% des denrées pour la restauration collective, comme ce qui est le cas dans certaines fermes publiques locales, on est quand même sur quelque chose qui est fortement lié, c'est ce que disait le professeur Billet, d'activités connexes, accessoires au service public de la restauration, et qui, moi, me semble tendre plutôt vers le domaine public. Mais bon, c'est sujet à débat. Mais je serais curieux d'avoir votre retour, chère madame, sur l'aspect EPIC et pas. Merci beaucoup. Et désolé de vous enquiquiner avec mes questions, mais... Merci pour cette question. Je me la suis posée dans ma thèse nécessairement lorsque j'ai essayé d'identifier dans quelle mesure est-ce que l'agriculture urbaine pourrait être en fait un levier pour les collectivités territoriales les plus urbanisées pour essayer de développer l'agriculture. Effectivement, je pense que la première question c'est destiné à qui, à quel service, pour en faire quoi. Là, puisque dans le répertoire c'est nécessairement, alors peut-être pas tous, c'est pour ça qu'il y a des modèles un petit peu, je dirais, hybrides. Mais ici, dans les dispositions du répertoire, l'une des conditions, c'est pour alimenter, du coup, la restauration collective. Et si c'est pas le cas, oui, quid ? Si c'est pour, en fait, exercer une activité économique comme n'importe quel, en fait, acteur privé, on en parlait encore tout à l'heure, enfin, un peu plus tôt ce matin, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les collectivités, elles choisiraient, en fait, de faire de la production agricole ? Pourquoi est-ce qu'elle ne laisserait pas ça à l'initiative privée ? Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être,
d'autres objectifs ou peut-être d'autres finalités que la collectivité elle souhaite porter en ouvrant la production agricole à une autre destination que le service de restauration collective. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc la question, elle se posera pas du SPIC-SPA. Mais si demain, ça ne l'est pas et qu'on décide d'en faire autre chose, là, si elle opère comme un opérateur privé, en soi... voilà. Mais là, encore une fois, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est juste pour alimenter les services publics, est-ce que c'est pour faire plutôt de l'agriculture biologique ça fait partie notamment des critères du coup de qualification des fermes publiques du répertoire. Bon, si c'est le cas, dans ce cas-là, si on tend vers cet objectif-là, on s'éloigne peut-être un peu de celui juste d'approvisionner le service public de la restauration collective et peut-être cette dimension de vouloir développer une agriculture issue du coup du label agriculture biologique ou en tout cas une agriculture raisonnée. Est-ce que ça peut motiver la collectivité à agir dans ce sens et est-ce que pour autant on reste dans un EPA pour moi on se dirige quand même vers plutôt une activité du coup, une activité agricole au sens rural du terme. Après, c'est s'il y a vente, on est d'accord. Oui. Parce que s'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de SPIC. Hein. Mais la question, c'est si on ouvre ça et qu'on décide d'en faire, qu'elle agisse comme un opérateur. Si c'est purement internalisé et que la fourniture se fait de la main à la main, j'ai envie de dire, il ne peut pas y avoir de SPIC selon moi. Ou des PIC non plus, c'est ça. C'est le premier point. Quoi. S'il n'y a pas d'argent, pas de SPIC. Sur le domaine privé et le domaine public, c'est vraiment des questions connexes d'ailleurs en fait. Parce que vous avez deux manières de raisonner. Soit vous raisonnez en termes de dire c'est affecté à la production de denrées qui vont être utilisées dans un service public, donc c'est affecté au service public. Dans ce cas, la parcelle, elle serait dans le domaine public directement. Soit vous allez raisonner par une logique d'accessoire. Et alors, accessoire domanial, mais ça peut être intéressant de raisonner comme ça, c'est comme les logements de fonction. Le logement de fonction du directeur de l'école, on aurait tendance à dire domaine public, parce que du coup on héberge le directeur de l'école. Sauf que le Conseil d'État a été confronté à la question et qu'il a fini par dire non mais c'est trop le merdier si on commence à dire qu'il y a du domaine public de partout, parce que justement il y a l'hypertrophie du domaine public en doctrine de domanéité, donc on a fixé les critères, double critère, lien matériel et lien fonctionnel, il faut les deux. Donc si vous avez un logement de fonction qui est au dernier étage de l'université et qu'on peut rentrer que par là, et là ok, pas de souci, il sera dans le domaine public parce que finalement c'est pas très dissociable. Mais si c'est la maison voisine, un appartement qu'on a acheté ou quelque chose comme ça, non. Et là, on est un peu dans un cas connexe. La restauration scolaire, c'est déjà pas le service scolaire. C'est pas le même service public quand même. C'est deux services publics différents. Par contre, c'est une activité dans le prolongement d'eux. Mais par exemple, on distingue entre la surveillance des élèves et la fourniture de repas. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas la même possibilité, etc. C'est des choses assez balisées aujourd'hui, ça. Et si on est de proche on peut pas annexer comme ça tout, parce que ça peut vite être problématique. Alors, pour me contredire moi-même, comme les juristes aiment bien faire, dès lors que c'est la personne publique qui fait elle-même, la tendance massive, c'est de voir du service public de partout. Et les houillères de France, c'était un cas d'école. Pierre Levallois ici, qui a fait sa thèse, avait travaillé là-dessus. On en parlait au moment où il écrivait là-dessus. Il n'y a pas de service public à produire du charbon. Pourtant, quand on a créé un établissement public charbonnage de France, on a dit il est en charge d'un service public. Parce qu'on n'imaginait pas un service public qui ne serait pas en charge d'un service public. Sauf qu'évidemment, qu'il n'y a aucun service public. C'est juste des houillères qui sortent du charbon de la terre. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait aller vers l'idée, ok, donc service public, puisque de toute façon, c'est la personne publique qui le fait elle-même. Mais on peut discuter. Et sur le domaine privé, le domaine public, là, par contre, il y aurait de la collection. La gestion du domaine privé, c'est un service public administratif. Mais évidemment que les biens du domaine privé, qui sont de fait affectés à leur propre gestion, ne sont pas dans le domaine public de ce point de vue-là, parce que sinon, il n'y aura plus de domaine privé. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir un serpent qui se mord la queue totalement. Il y a un moment où il faut qu'il court après sans jamais l'attraper. Et donc, pour qu'il y ait un domaine privé. Donc là, on est un peu dans ce cas-là où on a un domaine privé qui est mis en culture pour produire des denrées qu'on va utiliser par ailleurs. Mais ce par ailleurs, il peut être autant vu comme une continuité qui dit il y a le service public partout, et il peut être autant vu comme une frontière qui dit alors il y a la part d'approvisionnement et il y a la part de service public.
C'est là où, à mon avis, il faut avoir une logique de construction d'argumentation, quoi, et de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on a intérêt à ce que ça le soit ou pas? Il faut avoir cette vision-là, quoi. Moi, c'était juste pour apporter un témoignage avec les collectivités que j'ai accompagnées dans le choix du mode de gestion. Un des critères décisifs, c'est d'éviter que les règles de la commande publique s'appliquent aux relations entre la ferme et la cantine. Et ça, c'est absolument majeur. Pour des questions très pratico-pratiques, il faut que la cantine puisse s'adapter au quotidien à la production de la ferme et réciproquement. Et donc, si on rajoute là-dedans la lourdeur des marchés publics, on ne s'en sort absolument pas. Et donc, la régie permet ça. Le problème d'une structuration à caractère industriel ou commercial, que ce soit une SIC ou un EPIC, c'est que pour qu'on reste en quasi-régie, il faut qu'il y ait très peu d'activités commerciales accessoires. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller vers une structuration pour avoir une activité commerciale si dans le même temps, il ne faut pas qu'il y ait d'activité commerciale pour pas qu'on tombe dans les règles de la commande publique. Et donc, ce modèle est assez vite écarté en fait par les collectivités parce que en pratique au quotidien, il est ingérable. Merci beaucoup. Je vais couper aussi encore les questions. Je suis désolé pour ça. En sachant que ce sujet, on va en rediscuter aussi cet après-midi dans les sessions d'atelier. Donc, ces discussions sur le mode de gestion, je pense qu'elles pourront être poursuivies à ce moment-là aussi.